Bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors, cette semaine, à Franchement les Tourneaux, on va recevoir Martine Desjardins, qui est une habituée de notre émission. Vous avez vu passer ça la semaine dernière. Les étudiants du secondaire ont fait la grève pour le gel des droits de scolarité? Non. La grève pour les prêts et bourses? Non. La grève sur la Palestine? Non. La grève pour avoir leur cellulaire dans les écoles. Et là, ça s'est excité un peu partout. C'est donc effrayant. C'est rendu tellement individualiste que les jeunes font la grève sur quelque chose qui les empêche de socialiser. Moi, j'étais du genre à dire, attention, là, nous autres, on lui fait la morale du haut de notre expérience de vie, mais peut-être qu'ils ont une ou deux bonnes raisons, puis il faudrait peut-être les entendre là-dessus. Martine Desjardins a été interpellée par ben des commentateurs, des journalistes. Elle n'a pas donné une entrevue, mais elle m'a dit la semaine dernière, Jacques, pour ton émission, j'irai discuter avec toi de cette question-là. Et on va aussi recevoir notre ami Éric Bouchard, qui est en studio avec nous. Hello! Bon, qui va nous parler du français, du Des colonialisme. Maple Leafs de Montréal. Bon, les Maple Leafs, je ne sais pas s'il a amené son drapeau. Il cherchait un drapeau des Maple Leafs ou un chandail des Maple Leafs. Non, j'ai fait de deux Toronto. appels. La dernière chronique, je faisais un appel à avoir un drapeau du Canada. Personne m'en a fourni un. Et là, j'ai fait un appel à avoir un chandail des Maple Leafs et personne m'en a donné un. Fait que c'est à croire que finalement, les gens sont pas si canadiens que ça. Donc, dans la deuxième partie de l'émission et dans la première, on reçoit Éric Duhem, qui est candidat Arthabasca. On va parler de politique provinciale avec lui. Et on le sait, l'annonce ce matin d'Alexandre Boissonneau pour le Parti québécois d'Arthabasca, ça a suscité beaucoup de réactions de M. Duhem, mais aussi ça a suscité beaucoup de réactions de gens qui disent comment ça se fait qu'un journaliste, le lundi, il est journaliste à de Radio-Canada, le lendemain, il est politicien. On a parlé à Marie-Ève Martel, qui est journaliste indépendante, auteure un peu plus tôt ce matin, et on en a jasé avec elle. Marie-Ève Martel, bonjour. Bonjour Jacques. Journaliste indépendante, auteur. Alors, je l'ai mentionné dans l'ouverture de l'émission. Beaucoup de débats en ce moment sur la présence du candidat Boissonneau du Parti québécois dans Arthabasca, le fait que c'est un journaliste, animateur à Radio-Canada dans la région de Québec. Il y en a eu plusieurs autres qui ont fait le saut en politique. Et là, il y a du monde qui s'interroge ce matin sur cette idée-là que les gens arrivent, gros gens comme devant quasiment, en politique. Y a-t-il une éthique, y a-t-il une façon de faire du côté des journalistes quand on s'en va en politique? Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de procédure parce que normalement, quand on est journaliste, on couvre la politique, on n'en fait pas partie, on reste un acteur qui s'implique pas. Puis c'est cette situation-là que ça me rappelle beaucoup quand Martine Biron s'est présentée en août 2022, parce qu'elle aussi, là, elle était analyste politique et elle a fait le saut là, avec la CAQ. Et c'est le même débat, en fait. Quand est-ce que le journaliste décide de devenir candidat? Quand est-ce que il n'est plus journaliste? Parce que l'éthique veut que quand on couvre un sujet, donc quand on est journaliste, on a une impartialité face à notre sujet. On ne doit pas s'impliquer, on ne doit pas non plus laisser nos biais personnels, nos prises de position personnelles interférer avec notre travail, avec notre traitement de l'information, dis-je. Et puis là, ben, à partir de quand là, la décision est prise, à partir de quand, parce que là, je pense pas que M. Boissonneau s'est levé lundi matin en disant, bon, c'est fini le journalisme, je m'en vais candidat pour le PQ. Donc, il y a quand même une période tampon où là, on peut se demander, bon, ben depuis quand il y a des pourparlers avec les partis politiques, parce que on va se le dire, il y a de nombreux journalistes qui ont été approchés par des formations politiques pour faire le saut. D'ailleurs, il y a plusieurs journalistes qui sont ministres actuellement ou députés là, à l'Assemblée nationale, mais puis il y a des journalistes qui se font approcher par plusieurs partis, donc ça, à la limite, ça dit qu'ils sont bons pour cacher leurs allégeances personnelles, mais à partir du moment où on a la réflexion, est-ce que j'y vais ou pas, il semble que ça serait là où, éthiquement parlant, on devrait aviser son employeur et peut-être se retirer de la couverture, évidemment. Ça dépend toujours, mais surtout pour les journalistes politiques. Là, si je reviens au cas de Mme Biron, ben quand est-ce qu'elle a commencé à être approchée par la CAQ puis à réfléchir à la possibilité de, ben pendant ce temps-là, elle a continué son travail à l'Assemblée nationale. Donc là, on se demande, ben, elle avait-tu accès à des informations des autres partis qui auraient pu profiter à la CAQ? C'est peut-être pas arrivé. Je veux dire, j'ai quand même confiance en l'intégrité de Mme Biron de rester professionnelle pendant cette période-là. C'est pas ça, mais il ne suffit que d'une apparence de conflit d'intérêts pour nuire à la crédibilité du journaliste.
Oui, mais justement, je voulais t'amener là-dessus parce que on le sait, dans notre société aujourd'hui, on en a souvent parlé, il y a énormément de cynisme à l'endroit des politiciens, des politiciennes. Il y a beaucoup de cynisme à l'endroit des institutions. On voit le phénomène là, de montée de l'extrême droite, les fake news, tout ça. Les gens croient de moins en moins, malheureusement, au travail des journalistes et croient de plus en plus à toutes sortes de plateformes qui sont souvent non fondées. As-tu l'impression que ça vient justement en ajouter dans le voyage, dans le cynisme politique? Ben tout à fait. Puis c'est juste parce que dans le fond, tu sais, on voit que l'étanchéité, là, le fameux mur hermétique entre le journalisme et la politique, ben il est poreux finalement. Tu sais, c'est tout à fait normal que des partis politiques approchent des journalistes. C'est tout à fait normal que des journalistes, comme n'importe quel autre citoyen, puissent envisager de faire le saut en politique. Le problème, c'est que dès que la réflexion est entamée, le journaliste devrait s'assurer que ça ne teinte pas son travail dans le sens où probablement que M. Boissonneau, par exemple, ben, il aurait peut-être dû aviser son employeur à partir du moment où il considérait sérieusement puis même si sa réponse avait été non en bout de ligne, s'il prend le temps d'y penser, ben là, comment peut-il garder son poste, tu sais, ou c'est sûr que là, il animait l'émission, bon, et c'est ça, tu sais, je veux dire, des fois, on se fait approcher, on dit non, merci, bonsoir, ben, tu sais, de le dire en toute transparence à son employeur, le fait que, juste d'avoir été approché, même si on a dit non, et là, ben c'est ça, c'est une discussion qu'il y a au sein de la profession. Ça a déjà été proposé à la FPJQ, c'est débattu pour l'instant, c'est pas... ah oui, OK, ça a été... Justement, je voulais te poser la question. C'est-tu débattu à Fédération des professionnels des journalistes du Québec? Ben, c'est quelque chose pour lequel on ne s'est pas encore entendu, là. Puis évidemment, je parle en mon nom de membre de la FPJQ et non plus comme membre du conseil d'administration parce que ça fait plus que 2 ans que j'y suis plus, donc je parle pas au nom de la FPJQ, mais c'est quelque chose qui a été abordé justement à cause de Martine Biron. Là. Est-ce que les journalistes, dans leur charte de déontologie, devraient-ils adopter une motion, un article qui dit ben là, dès que la réflexion est en cours, on avise l'employeur et si c'est de nature à affecter notre couverture journalistique pour X, Y raison, on va te réaffecter, par exemple. Si je couvre les arts, la culture, ben c'est pas la même chose que si je suis la journaliste qui est à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Puis en même temps, ben on peut comprendre qu'en étant journaliste à l'Assemblée nationale, ben on fait des liens, on commence à côtoyer. Nos collègues, c'est quasiment plus les élus que les journalistes de notre salle de rédaction. Donc, il y a des affinités qui se font, mais je crois que comme dans toutes les situations, l'intérêt public et la confiance du public envers le média doivent primer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas priver quelqu'un d'avoir des ambitions politiques. Au contraire, ça en prend des gens qui veulent faire ce mandat-là, des gens qui veulent aller là-dedans pour le meilleur de la société. Mais comme journaliste, on a des attentes d'impartialité, de neutralité qui sont très, très, très importantes parce que c'est la qualité de l'information qui en pâtit si on a l'impression que la personne, elle n'est pas neutre. Marie-Ève Martel, merci pour ce commentaire qu'on a improvisé un peu à la dernière minute, mais je trouvais qu'avec le débat actuel dans la circonscription d'Arthabasca, surtout qu'on a vu Éric Duhem, qu'on va recevoir après la pause, s'agiter sur le passé militant de M. Boissonneau. Peut-être qu'il aurait dû choisir ses combats, puis peut-être privilégier plus le questionnement par rapport à cet enjeu qui est savait-il et depuis quand qu'il serait candidat pour le Parti québécois. Je te remercie, journaliste indépendante, auteure et aussi chroniqueuse régulière à Franchement les Tourneaux. Je te réinvite très bientôt. Toujours un plaisir, Jacques. On est de retour à Franchement les Tourneaux et comme je l'ai mentionné en introduction, on reçoit Éric Duhem, qui est chef du Parti conservateur du Québec, qui sera candidat dans l'élection partielle de Arthabasca. Monsieur Duhem, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes en route, là, êtes-vous en sécurité? Vous pouvez me parler? Je suis en train de me stationner justement pour vous parler encore plus en sécurité. Bon, c'est excellent, c'est excellent. Alors, on se retrouve au micro. On a déjà souvent fait des entrevues, mais de l'autre côté du micro, cette fois-ci. On a changé de bord de la table. Ah, ben oui, que voulez-vous? Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Monsieur Duhem... Un jour, on va changer de bord de table, puis vous allez être représenté à la partie patronale, puis moi, la partie syndicale. Ça, c'est une autre question. On a déjà débattu ça à l'émission de Catherine Perrin. D'ailleurs, vous
vous aviez publié un livre sur le syndicalisme au Québec il y a quelques années. Oui. Mais je veux d'abord, avant de parler d'Arthabasca, puis il y a eu l'annonce ce matin de la candidature d'Alex Boissonneau, là, puis je sais que vous avez réagi beaucoup là-dessus. Je veux vous entendre sur 3 questions qui nous interpellent, les Québécois, les Québécoises. Oui. La question des finances publiques, la santé, les services sociaux puis l'économie. Sur les finances publiques, quand on regarde là, comment les finances publiques sont gérées depuis l'époque de Lucien Bouchard, déficit zéro, remboursement de la dette, fonds des générations, qu'il y a des banquiers qui se sont retrouvés au ministère des Finances. Il y en a un en ce moment à Québec. Qu'est-ce que vous, au Parti conservateur, vous allez faire de plus sur ce terrain politique-là que ceux qui sont passés avant vous? Bien, arrêtez d'endetter le Québec, c'est pas compliqué. Là. Cette année, le Québec a enregistré le pire déficit de son histoire, à 13,6 milliards de dollars. L'année passée, on pensait que le 11 milliards qu'il avait atteint, c'était le plus haut des hauts. Et non, cette année, ils ont réussi à défoncer le plancher une année de plus. Et ce qui a fait en sorte que le Québec, au cours des derniers jours, vous l'avez vu, les dernières semaines, on a été décoté là, par la firme de notation Standard & Poor's. Ça va coûter, grosso modo, au cours des prochaines années, là, à peu près 500 millions de dollars de plus en impôts et en taxes que les Québécois vont devoir payer pour de l'intérêt, pour absolument rien, parce que le gouvernement du Québec est vu comme un mauvais gestionnaire. Puis pourtant, Éric Girard, vous venez de le dire, là, c'est un banquier, c'est un ancien conservateur. Si vous vous rappelez, ça même présenté avec les conservateurs de Stephen Harper à une autre époque. Mm-hmm. Et malheureusement, il gère comme un Québec solidaire. Je veux dire, il dépense beaucoup plus qu'il empile des revenus. Et là, on se retrouve aujourd'hui le bec à l'eau. Là, c'est pas acceptable. L'impôt, c'est pas une question de gauche-droite. Là. Un déficit, une dette, là, c'est des taxes futures pour les prochaines générations. On a déjà l'assurance aujourd'hui que la prochaine génération va vivre plus pauvre que celle de ses parents. Comme être humain, là, c'est moralement inacceptable de vouloir laisser un avenir pire à ses enfants que celui dont on a hérité de ses parents. Et à un moment donné, il va falloir arrêter cette spirale folle de s'endetter puis de pelleter ça sur le dos de nos enfants. On est en train de les étouffer puis de leur assurer un avenir qui va être encore bien pire que le nôtre. Mais M. Duhem, vous n'avez pas l'impression quand même que c'est un discours qu'on nous sert? On est à peu près, là, je pense que vous êtes un peu plus jeune que moi, mais on est pas mal de la même génération. C'est un discours qu'on nous sert à chaque campagne électorale. Tu sais, je me rappelle, moi, à l'époque de Lucien Bouchard, c'était quand même un conservateur qui a pris la tête du Québec. Après ça, on a eu les années de Jean Charest, un autre conservateur au Parti libéral. Moi, j'ai connu les années Philippe Couillard. On peut pas dire que c'était dépensier. Les années Couillard, là, on a coupé. Là, vous savez, moi, je me porte pas à la défense de M. Legault puis de la CAQ. Vous aurez deviné, mais quand M. Legault arrive au pouvoir, les services publics, on va en parler tantôt, la santé, c'est dans un état lamentable. Les routes, les ponts, les tunnels, les écoles, c'est un peu à quadrature du cercle. Donc, de dire, on va faire le ménage dans les finances publiques, mais faire le ménage dans les finances publiques, c'est ça qu'on fait depuis 25-30 ans au Québec? Il y a des choses qu'on peut faire où vous seriez d'accord avec moi. Je pense que le Québec subventionne beaucoup trop les entreprises. Puis les récents fiascos, le Nordvolt, Lyon Électrique, Taïga, je sais pas, le Verchères, je sais pas trop, le recyclage. Il y en a partout, là, des centaines de millions à gauche et à droite, des milliards au total. Ça, je pense que le Québec a plus les moyens de faire ça. Là, puis c'est pas viable à long terme de toute façon. Si c'était si bon que ça d'investir dans ces entreprises-là, il y a des entrepreneurs privés qui le feraient. Là. Faut arrêter de s'illusionner. Ça, c'est quelque chose qu'on doit cesser. Là. Il y a des industries qui ont une dépendance au fonds public qui est malsaine. Et ça, je pense que même à gauche, il y a des gens qui trouvent qu'on a dépassé les bornes. Oui, on avait-tu les moyens de baisser les impôts, comme M. Legault l'a fait? 1,7 milliard de fonds de moins dans les coffres de l'État chaque année? Les Québécois, malgré cette baisse-là, sont encore aujourd'hui les citoyens les plus taxés et les plus imposés du continent d'Amérique. Je pense que oui, il faut laisser de la place, de l'espace pour respirer aux contribuables québécois. Mais je veux juste donner d'autres exemples aussi de coupures qu'on peut faire. Là. Moi, je veux additionner la contribution du privé en santé. Les conservateurs, nous, ce qu'on propose, c'est que le secteur privé que les gens puissent avoir des assurances duplicatives ou que le privé puisse ouvrir un hôpital ou ouvrir une clinique et que si c'est moins cher pour le public, pour l'assurance publique d'aller là que d'aller dans une institution publique, bien que le patient puisse y aller puis que c'est l'État qui rembourse. Puis si les délais sont pas raisonnables au public, ce qui est malheureusement souvent le cas au Québec, mais que la personne puisse aller au privé, comme ça se fait dans les pays scandinaves, comme ça se fait dans un paquet de pays européens. Donc, je pense que ça aussi, c'est une nouvelle façon de faire, c'est d'instaurer un peu plus de concurrence à l'intérieur de notre système de santé.
C'est quelque chose qui est important. Arrêter les folies vertes. Là. Je comprends qu'on veut tous sauver la planète, puis tout le monde est d'accord que l'environnement, c'est important, là, mais c'est pas en mettant des milliards à tous les ans dans le fond vert qu'on va y arriver. Les Québécois, au moment où je vous parle, sont les seuls à payer une taxe carbone sur l'essence, là, d'à peu près 13 sous au moment où on se parle. Puis si vous additionnez les autres taxes qui sont plus élevées aussi au Québec, on est rendu qu'on paye 25-30 sous de plus le litre qu'en Ontario. On est en train de rendre les gens pas concurrentiels. Je vous parle présentement en direct d'une ferme à Victoriaville. Là. Ça coûte en moyenne pour un agriculteur 7 000 $ de plus de taxes juste à cause de la taxe carbone annuellement que le même producteur agricole en Ontario qui fait exactement le même produit. On est en train de rendre nos fermes pas compétitives. Là. On gère ça comment, la crise environnementale, M. Duhem, dans un contexte où, effectivement, on ne peut pas nier quand même les changements climatiques et l'impact que l'activité humaine et les processus de production ont? Comment on gère ça si on ne réglemente pas puis on ne taxe pas? Ça ne peut pas être le gouvernement du Québec à lui seul qui porte le fardeau là, d'arrêter le réchauffement de la planète. Il faut que ça soit un effort concerté des gouvernements, particulièrement les gros gouvernements. Les Québécois, présentement, là, on est les dindons de la farce. Là. On paye 10 milliards de taxes carbone. Au Canada, ils ne payent plus rien. Aux États-Unis, c'est encore pire. Et avec le 10 milliards, le fonds vert, là, ce que ça a donné, c'est qu'ils ont réduit sur 10 ans 0,7 % de nos gaz à effet de serre. C'est 0,001 % à l'échelle mondiale. C'est 1/1000 de 1 %, puis ça a coûté 10 milliards aux automobilistes québécois. On rit de nous autres. Il faut arrêter ça. Je suis d'accord avec vous sur le fond. Il faut trouver des solutions à long terme, mais la solution, il faut qu'elle soit planétaire. Elle ne peut pas être uniquement ses épaules du Québec. Non, mais en même temps, il faut qu'on commence quelque part. Donc, on peut bien dire qu'il faut que les autres en fassent plus. Il faut que les Québécois payent plus que les autres, c'est ça. C'est ça présentement qui se passe. Là. Vous faisiez le lien, vous dites que vous êtes sur une ferme de production agricole. Oui. On sait que la région d'Arthabasca, il y a beaucoup de producteurs agricoles. Vous pensez quoi, vous, du débat sur la gestion de l'offre? On sait que c'est un enjeu face au gouvernement américain, au gouvernement de Donald Trump. J'imagine que vous êtes du côté des agriculteurs, des producteurs québécois. Oui, c'est un enjeu, évidemment, qui est fédéral. Ce n'est pas le gouvernement du Québec qui va négocier avec les gouvernements étrangers cet enjeu-là. Au Québec, le parti que je représente a toujours été favorable à la gestion de l'offre. Mais les agriculteurs, honnêtement, là, ce dont ils me parlent quand je fais le tour des fermes ici là, dans Arthabasca, ils me parlent des éco-frais qu'ils ont que les autres n'ont pas. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, quand vous voyez les espèces de guimauves d'un champ là, en plastique blanc, là, juste les éco-frais sur ce plastique-là, c'est 1 000 à 2 000 $ par producteur. En Ontario, c'est 0. Partout ailleurs, ils n'ont pas ça. Après ça, ils me parlent de la paperasse. Ils passent tous 1 à 2 journées par semaine à être dans leur bureau à remplir des papiers pour les fonctionnaires plutôt qu'à être dans leur champ à essayer de nourrir le Québec. Il y a une lourdeur bureaucratique, puis il y a beaucoup de réglementations. Les autres, là, c'est pas des fonctionnaires de carrière, mais on les oblige à appliquer tellement de règlements puis de lois qui passent leur temps là, à être limités dans leur développement. Il nous reste peut-être 1 minute et demie, ça va tellement vite, Éric Duhem. Oui. Je veux revenir sur les déclarations que vous avez faites concernant le candidat du Parti québécois, M. Boissonneau, concernant son passé de militant, tout ça. Vous ne trouvez pas que vous poussez un peu le bouchon par rapport au fait que moi, j'étais là, à Québec 2001, puis ça gazait, puis il y avait des affrontements, puis bien des manifs. C'est quand même quelque chose, dans le cas de M. Boissonneau, qui a été aussi pardonné. Donc, selon vous, il ne devrait pas être candidat pour le Parti québécois? Je ne dis pas qu'il ne devrait pas être candidat. Au contraire, moi, je souhaite qu'il reste candidat. Vous comprendrez pourquoi. Cela étant dit, j'ai quand même voulu m'assurer que la population d'Arthabasca sache à qui elle a affaire. Il n'est pas juste à la manifestation. M. Letourneau, là, il a été arrêté. Il a passé 41 jours en prison, en détention préventive. Le juge a refusé de le libérer parce qu'il jugeait qu'il posait un risque pour la société. Et après ça, il a été condamné à des travaux communautaires puis à une peine en résidence. Après ça, il a été pris avec du matériel explosif. Je veux dire, c'est quand même très grave là, ce qui est arrivé, puis il a été reconnu coupable. Là. Et donc, ce que je dis, c'est que nous, on est ici à Victoriaville, vous vous en rappelez peut-être, à l'époque des Carrés Rouges, là, la pire manifestation qui avait reviré en émeute ici à Victoriaville. Il y avait eu 4 policiers qui avaient été blessés, dont 2 gravement. Puis la population du comté d'Arthabasca a de très mauvais souvenirs de ce genre de manifestation-là. Et M. Boissonneau va devoir s'expliquer aux citoyens parce qu'ils n'ont pas trouvé ça drôle quand ils ont appris ça au cours des dernières heures. On va l'inviter à ce micro. C'est déjà tout, Éric Duhem. On va vous souhaiter une bonne campagne. Pensez-vous que c'est au printemps, à l'automne? Vite, là? J'espère que ça va être le plus rapidement possible. Tout le monde est en campagne déjà ici. Tout le monde est déjà dans un local ouvert. Tout le monde serre des mains. Il est temps que les gens votent. Il ne faudrait pas prendre la population d'Arthabasca en otage parce que la CAQ a des mauvais sondages.
Bonne campagne. Au plaisir. Merci à vous. Au revoir. Allez, bye-bye. On est de retour à Franchement les tourneaux et comme je l'ai dit en introduction, notre ami Éric Bouchard qui est avec nous en studio, chronique linguistique, fédéraliste, politique. Exactement. Aujourd'hui, on va parler des Maple Leafs de Montréal. Mais Les quoi? Des Maple Leafs de Montréal. C'est pas Toronto, là? Tu vas voir, on y arrive. Mais avant toute chose, Jacques, on va terminer en juin, la 2e année où je collabore avec toi en tenant une chronique sur l'anglicisation du Québec et du Canada. La chronique est de plus en plus écoutée ou regardée, elle est de plus en plus partagée. Ce succès-là relatif nous amène des bons commentaires, mais aussi il y a des gens qui nous expriment un malaise. Fait que c'est un bon temps pour faire le point sur tout ce qui a été dit depuis 2 ans. Genre qu'il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Écoute, Éric, je vais être sûr, je sais que tu n'es pas de même, là, mais j'ai peur que ton discours fomente la haine des anglophones. » OK, très bien. Donc, je réponds un peu à ça. D'autres m'ont dit « Tu sais, dans ton interaction avec Jacques, là, la façon dont vous parlez, ben, j'ai l'impression que vous faites du racisme envers les anglophones. » Ah ouais? Fait que je trouve que c'est intéressant comme commentaire. Fait je vais y répondre. D'abord, je travaille avec des anglophones, puis actuellement, je suis en 2 jours de congrès avec des anglophones de partout au Canada, puis je veux dire, j'ai jamais ressenti de racisme, jamais ressenti de haine de leur part. Ils sont ultra gentils, puis j'ai aucun reproche à leur faire. Fait que, tu sais, je veux dire, si je le faisais, ben je catégoriserais des anglophones, puis c'est là que je ferais du racisme. Mm-hmm. Par contre, je dérange certaines personnes parce que je parle de la structure de domination imposée par le régime politique canadien. Il faut faire la différence entre le régime politique et les individus. Mais mes amis anglophones du Canada avec qui je travaille, ou mon gendre qui est anglophone de Toronto, eux, ils n'ont même pas connaissance de cette structure-là. C'est un peu aussi comme, tu sais, il y a une quinzaine d'années, 10 ans, 5 ans, les femmes se sont dit « Hey, il y a une structure de domination envers les hommes. » Puis là, nous autres, les hommes, on pensait que c'était ça la normalité. Puis à un moment donné, ils nous ont fait réfléchir, les femmes, puis ben à un moment donné, on s'est fait, ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait égal. Puis c'est vrai qu'on a commencé à réagir. Puis là, ben, de plus en plus, on est de leur côté pour en arriver à l'égalité. Ben, c'est comme les communautés ethniques vont nous faire réaliser des fois qu'on peut avoir des biais, voire carrément des comportements racistes. Donc, historiquement, on a évolué. Ouais. Ben, c'est ça, on évolue. Donc, moi, dans le fond, ce que je fais depuis en écrivant un livre, dans le fond, moi, je veux sensibiliser les anglophones à ce système-là, mais aussi beaucoup les francophones. Puis c'est pas une loi divine auquel il faut adhérer. Tout ce régime politique-là, les conséquences du régime politique dans lequel on vit, c'est qu'il y a une assimilation. Actuellement, là, dans les rencontres que j'ai des cormiers qui ne savent pas parler français, des godets qui ne savent pas parler français. C'est tout du monde qui viennent autour de Ottawa puis du Nouveau-Brunswick. Donc, tout ça pour vous dire que... Dont les ancêtres ont parlé français. Exactement. Donc, il y a un régime politique. Donc, c'est de ça dont je parle. Puis moi, je veux éveiller les consciences nationales. Tu sais que c'est un de mes surnoms, hein? Butch, notre conscience nationale. Bien, ça, c'est sûr que ça peut... des fois, c'est drôle, c'est caricatural, mais d'autres fois, ça peut froisser parce que, dans le fond, je mets les gens dans une zone d'inconfort. Donc, puis c'est un peu comme les filles qui disent aux autres filles, « Hey, levez-vous, dénoncez votre agresseur. Hey, vous devez réclamer des salaires égaux. Hey, les gars, tu sais, quand vous regardez de la porno, mais vous participez à l'exploitation des femmes, vous participez à la culture du viol, vous participez à un système qui s'appelle le patriarcat. Fait que quand on se fait apostropher de même, c'est sûr que les premières fois, on est comme « Ah, c'est pas agréable. » Mais à un moment donné, quand tu te mets à réfléchir, tu fais avancer les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les femmes qui se lèvent debout, dans le fond, pour les faire taire, ceux qui veulent garder leurs privilèges, les hommes, ben ils se disent « espèce de féministes frustrés ». Ça, c'est une façon de faire taire. Et celles qui seraient intéressées à appuyer le mouvement, ben, les femmes vont dire « Oh, j'ai pas le goût de me faire traiter de féministe frustrée. » Fait que là, je me tais. Ben, c'est la même chose avec la question de ceux qui défendent la langue française. La meilleure façon de faire taire quelqu'un, c'est de le traiter de raciste. On coupe le dialogue. Et là, moi, il faut que je me retrouve dans une position où je dois me défendre. Et ça, dans le fond, tu vas faire partie, tu vas faire la préface de mon livre. Un de mes chapitres porte là-dessus, sur le discours anglophone qui dit que les Québécois, et surtout ceux qui défendent la langue française, sont des racistes. Et quand tu fais ça, il faut que tu te défendes. Puis pendant que tu te défends, tu n'es pas en train de prouver ton point, à expliquer comment fonctionne. Mais quand tu dis, par exemple, après ça, je te laisse aller, mais quand tu dis, par exemple, à des Québécois, des Québécoises qui ont un comportement de colonisé, là... Moi, j'ai pas dit ça. Non? Tu dis pas ça? Non, j'ai déjà dit ça. Déjà dit ça. Okay. Mais plus je pousse le dossier, plus je lis, ben on est beaucoup plus dans un phénomène d'enclos-normativité. Donc,
on est dans un système puis on s'en aperçoit pas. Fait que de dire à quelqu'un que tu es un colonisé, ce que j'ai déjà fait dans le passé... Porteur d'eau. Porteur d'eau, dans le fond, on met le poids sur la victime et non pas sur le système. Fait que là, c'est comme si tu n'étais pas assez fort, si tu étais faible, tu es trop faible pour te lever debout. Alors que c'est le système qui affaiblit les gens. Donc, je ne dis plus colonisé, mais je l'ai souvent dit. Maintenant, je dis quelqu'un qui vit dans un environnement anglo-normativisé. Ça n'a pas de bon sens, la novlangue, Jacques. Ça n'a pas de bon sens. On invente des nouveaux termes, mais on décrit de mieux en mieux. C'est pas toi qui invente ça, par exemple. Ben, l'anglo-normativité, mais pas le concept de normativité. Non, exactement. Inquiétez-vous pas, je ne m'attribue pas tout ça. Donc, depuis 2 ans, il était question de quoi? Il était question de l'histoire du régime colonial canadien-anglais, d'anglo-normativité, de racisme de la presse anglophone envers les francophones, de chiffres et de faits qui montrent l'anglicisation et la minorisation des francophones tant au Québec qu'au Canada, du système de justice canadien-anglais, des contestations de la loi 101 par l'élite anglophone. Bref, j'essaie de faire réfléchir les gens pour qu'ils réalisent dans quel système ils sont, puis jamais je vais tenir des propos racistes ou qui mènent vers une haine des anglophones. Mm-hmm. Par contre, je dénonce la participation passive de tous, même des anglophones, à ce système qui anglicise. Il faut qu'ils réalisent qu'il y a un système qui anglicise. Ça, par contre, tu sais, j'y tiens mordicus, et c'est pour ça que des fois, je suis cinglant. Bien sûr. Mise au point faite, Jacques. Ouais. On va arriver... Oui, parce qu'il y a une bonne mise au point, bon. ça, là. Non, mais c'est ça. Fait que là, après 2 ans, la mise au point était faite. Je vais vous parler de la canadianisation de nos âmes par les symboles du néo-nationalisme canadien. Depuis le référendum volé de 1995, le régime colonial canadien-anglais s'active en finançant les artistes, en finançant les universitaires et en finançant les sportifs. On achète quoi? On achète l'adhésion à la nation canadienne des Québécois par le biais de leaders et de modèles québécois. Ça, là, c'est uniquement du marketing. Je te pose la question, où sont les artistes actuellement qui condamnent le régime canadien-anglais? Où sont les falardeaux, là? On n'entend pas Paul beaucoup. Piché, dans le temps. Non, on parle dans le temps, mais actuellement, oui, il n'y en a sais. pas beaucoup. Mais non. l'argent de la contestation, les chèques du fédéral ornés d'une feuille d'érable, ça fait bifurquer les œuvres qui sont contestataires vers des batailles qui ne mettent pas en cause le régime. C'est-à-dire que quand tu finances des trucs sur l'environnement, puis j'y adhère à la cause environnementale, pendant ce temps-là, on tape sur les pétrolières, on tape sur les gros riches, mais on ne tape pas sur le régime politique canadien-anglais. Dans le sport, j'ai déjà parlé dans plusieurs chroniques du néo-nationalisme puis du fait que le régime fait en sorte que les Québécois appuient l'équipe canadienne de hockey sans même qu'il y ait de francophones. Mais là... Mais ça, c'est mieux qu'appuyer une équipe américaine, on va se le dire. Là. On en a déjà parlé, on ne reviendra pas là-dessus. Mais j'écoutais la série entre les Canadiens et les Capitals, puis c'était hallucinant. Tu le sais, là, je vous ai texté toute la gang, tout le monde écoutait toute la même partie. Je dis, mais c'est hallucinant de voir le nombre de logos avec une feuille d'érable, nous rappelant notre appartenance à la nation canadienne. Tu sais, d'abord, sur le chandail du Canadien, maintenant, tu as un gros Air Canada. C'est déjà quelque chose. Cette compagnie-là qui viole après année les obligations de fournir des services en français à ses clients et dont le PDG se vante de vivre à Montréal sans parler un seul mot d'anglais. Puis sur la patinoire, il n'y a pas juste Air Canada. La feuille d'érable s'ajoute au logo de Skip, de Canadian Tire, de Castrol, de Esso, de Tim Hortons et de la compagnie québécoise Olimel. Fait que tous ces logos et tous ces slogans-là des compagnies ornées d'une feuille d'érable nous rappellent notre fierté d'être Canadiens. Puis ça joue dans la tête. Puis c'est pareil quand on regarde les Victoires de Montréal. Les Victoires de Montréal, ils ont sur leur chandail, ils ont une fleur de lys dans le milieu du logo, mais Air Canada est tellement gros sur les cuissons de devant et sur l'épaule, ils ont Canadian Tire. Fait que les feuilles d'érable font de l'ombre aux fleurs de lys. Mais je peux-tu te poser une question? Ouais. T'analyses ça quand même avec l'œil d'un nationaliste québécois, mais le nationalisme là, canadien, il est comparable au nationalisme américain, non? Nationalisme brésilien, français. Toutes les nations là, constituées à travers la planète jouent beaucoup la carte du nationaliste identitaire, même des fois bien plus fort que nous autres au Canada, non? Bien, exactement. Donc, c'est pour ça que quand on dit « Ah, c'est un nationaliste », c'est comme péjoratif d'être nationaliste québécois, mais on ne s'aperçoit pas du nationalisme canadien. Donc, tant qu'à adhérer avec entrain au régime canadien puis à toutes les feuilles d'érable dans le Centre Bell, on devrait s'appeler les Maple Leafs de Montréal. Parce que c'est quoi la différence entre les Leafs et
les Canadiens sur la patinoire, il y a autant de joueurs pas francophones sur la patinoire. C'est quoi la différence entre Go Leafs Go puis Go Habs Go? Il n'y en a pas de différence, mais puis on a enlevé le but de Loco Locas pour nous canadieniser encore plus. On l'écoute un petit bout, s'il te plaît. Yeah. Allez, Montréal. Ça joue plus, ça, au Centre Bell? Gagner. On va gagner. Donc, aller Montréal, c'est quand même super bien. Puis ça fait un équilibre avec Go Habs Go. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dire Go Habs Go. Mais on avait ça avant. Fait qu'on est en train de canadieniser, dans le fond, tout ce qu'on a. Fait que je résume tout ça pour vous dire que là, on arrive à la campagne à la course à la chefferie du PLQ. Et qu'est-ce qu'on a? Bien, on a juste des candidats qui disent qu'on veut abolir la loi 101, ou la loi 96. Mais il y a M. Bélanger qui dit on devrait former une équipe Québec au hockey, féminin comme masculin. Quelle belle suggestion. Qui est ça, M. Bélanger? Wow, là? Un des candidats. Un des candidats du Parti libéral. Et en faisant cela, ben, tu réunis tout le monde, allophones, immigrants, tout le monde sous le couvert. Et tout ça, c'est la Fondation Équipe Québec. Bravo à Robert Sirois. Et je pense vraiment que nos amis de la CAQ devraient faire la même chose s'ils veulent se faire réélire. Éric Bouchard, merci infiniment. On va te réinviter au moins une fois avant la fin de la saison. C'est sûr que je vais être là. On est de retour à Franchement les Tourneaux et comme je l'ai annoncé en introduction de l'émission, on reçoit Martine Desjardins qui est une habituée à notre émission, qui n'a pas besoin de présentation, à qui j'ai demandé de réfléchir et de discuter de la grève que les étudiants et étudiantes ont menée dans les écoles secondaires la semaine dernière. Ça a fait jaser pas mal parce que les jeunes sont sortis sur le doigt d'utiliser leur téléphone cellulaire. Martine Desjardins, bonjour. Bonjour, Jacques. Hey, merci d'avoir accepté. Ça a l'air que tu t'es fait demander des entrevues, puis là, tu as dit, là, ça va faire, mais... Oui, ben c'est vrai. Ben, je sais pas, là, quand on pense à manifestation, puis à élèves, on fait le chemin vers moi assez facilement. Mais au-delà de ça, c'est aussi que j'étais quand même très occupée. Puis là, je prends du temps avec vous aujourd'hui parce que ça reste quand même un sujet, comme on le disait, qui a fait de l'actualité, qui a quand même beaucoup fait jaser, à peu près sur le même pied d'égalité que la décision, finalement, d'enlever les cellulaires en classe et partout dans l'école. Mm-hmm. Je pense que c'était une décision qui était attendue. Ça fait longtemps, en fait, que plusieurs enseignants et enseignantes le demandaient. Ceci dit, il y en a quand même qui, depuis que c'était permis, l'utilisaient en classe comme moteur de recherche, là, oui. Les élèves pouvaient utiliser ça pour faire leur recherche. Après ça, on peut se poser des questions sur les outils technologiques qu'on met à la disposition de nos enseignants puis des élèves en classe. Visiblement, là, on est loin du temps où on fournissait des ordinateurs puis qu'on leur permettait d'aller faire des recherches. Il y a vraiment quelque chose qui est problématique ici. Là. Je veux dire, moi, je me souviens quand j'ai commencé mon baccalauréat, les Mac multicolores là, faisaient leur entrée dans les classes. Puis dans une classe en première année, on en avait, je pense, 4 ou 5. Là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Puis pourquoi on n'a plus accès à des outils technologiques? Bon, je ne sais trop. Oui. Ceci dit, il reste quand même que, bien que ça a été demandé, que plusieurs parents aussi voulaient que ça vienne du ministère, parce qu'on va se le dire, c'est pas facile d'être parent de nos jours, puis être capable de dire à son adolescent qui a des amis qui ont tous des cellulaires, non, tu n'auras pas ton cellulaire, non, tu ne peux pas l'utiliser. Ça peut être plus difficile, mais quand ça vient d'une directive ministérielle, c'est un peu plus facile là, d'aller faire la police des technologies qui sont utilisées par notre enfant. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Puis, on va se dire également, il y a quand même énormément de documentation sur le fait que les enfants, mais aussi leurs parents, sont complètement accros à leur cellulaire, complètement accros à leurs réseaux sociaux, puis que ça crée des dépendances qui sont aussi fortes que d'autres types de dépendances. Donc, je pense qu'on n'a pas encore vu le bout de l'histoire. Des conséquences, oui, parce que des fois, on est troublés nous-mêmes de constater qu'on a passé 8h15 sur votre téléphone, 7h la semaine passée en mois. Tu sais, on voit ça, là, nous, là. Hein? Ben oui, les gens qui avons des rapports à chaque semaine. Tu sais, oui. Moi, j'ai mon rapport, là, mon téléphone à chaque semaine me dit « Oh, cette semaine, vous avez baissé votre temps. » ou bon. Puis, je me mets des limites sur mes réseaux sociaux, ce genre d'affaires-là, par jour, pour justement comme essayer de me sortir un peu de cette dépendance-là. Mais Martine, mettons, on s'entent d'entrée de jeu, je pense, pour dire le téléphone d'un classe, ça n'a pas de sens. T'sais, moi, je m'imagine, j'ai déjà dit à mes enfants, là, écoute, là, moi, je suis enseignant, puis vous étiez devant moi avec votre téléphone, sérieusement, ça marche pas. Mais là, Drainville, il va plus loin, là. Et les jeunes réagissaient beaucoup à cette idée que dans le corridor, puis sur l'heure du dîner, pas de téléphone. Exact.
c'est vraiment pas de téléphone dans l'école, point. On est vraiment dans c'est pas la première fois que ça arrive, là. Il y a différentes écoles qui avaient déjà mis ça en place. Mais c'est sûr que là, c'est une mesure qui est un peu plus drastique, qui arrive au mois de mai, alors que, je veux dire, la majorité des décisions, notamment l'impression des agendas scolaires, ce genre d'affaires-là, est faite depuis un petit moment. On peut toujours ajouter une page, c'est pas ça le problème. C'est juste pourquoi ça arrive au mois de mai, alors que si la décision, si on voulait aller de l'avant, c'est pas arrivé en janvier. Mais bon, il a rendu là. C'est pas moi qui gère comment le ministère fonctionne, mais clairement, on oublie au ministère de l'Éducation comment l'horaire scolaire fonctionne, puis à chaque fois, ça me fascine, je dois avouer. Oui, une déconnexion, là. Ouais. Oui, mais totalement. Je veux dire, on le sait que les inscriptions pour les enfants pour l'école sont au mois de février. Comment ça se fait que le ministère n'a pas décidé à ce moment-là de mettre de l'avant des mesures, puis préparer le terrain, permettre aux écoles de développer? Parce que la problématique, puis les jeunes ont raison, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on va faire si on peut pas être sur notre cellulaire, qui nous occupe un peu, qui fait de l'occupationnel, qui nous permet d'éviter de se sentir tout seul, d'être isolé, de subir l'intimidation. Donc, c'est sûr que... donc, les jeunes ont raison. Non, mais Martine, tu dis donc les jeunes ont raison. Donc, toi, tu es, par exemple, partisane, on l'interdit en classe, mais on devrait être plus libéral sur les pauses puis les heures de dîner. Bien, je te dirais, ça dépend. Je pense que si on offre aux jeunes du parascolaire des activités, qu'on ouvre les gymnases au lieu de les fermer en se disant, ben non, on veut pas qu'ils viennent créer le bordel, il me semble qu'il y aurait à ce moment-là plein de possibilités. C'est pas juste des cours d'échecs, là, plein d'activités, d'ouverture, etc. Ça permettrait aux jeunes de faire autre chose que d'être sur leur téléphone. Moi, je pense qu'il faut encourager un développement d'intérêt puis un développement de passion justement au secondaire. Je pense que cette mesure-là au primaire ne fera absolument pas lever les foules, ça va surtout lever au secondaire. Puis je pense qu'au secondaire, la question, c'est des jeunes qui vont créer des liens entre eux. Le lien parental devient un peu plus ténu, on crée des liens avec nos amis, ça développe notre personnalité. Donc, si on crée des moments ou des activités qui leur permettent de développer ce sens critique-là, ben ils vont peut-être naturellement le laisser de côté. Oui, c'est ça, exact. Je me dis, ben go, allons-y. La problématique, c'est que j'ai l'impression que cette mesure-là a été mise de l'avant. Les écoles ont été prises un peu de cours. Puis là, ils se sont dit, OK, d'accord, on va créer des affaires. Puis on va se le dire, le ministre Drainville, c'est pas le meilleur là, pour aller dans la paternalisation des mesures en disant, bon, on va se faire des cours d'échecs le midi, puis ça va régler le problème. Non. Je pense qu'il faut y aller pas mal plus large. Ouais. Comment t'as trouvé la réaction? Parce que ça l'a réagi beaucoup. Moi, j'ai vu même des camarades là, qui se permettaient de dire c'est donc effrayant quand on faisait la grève des prêts et bourses, puis des droits de scolarité, puis sur la Palestine, puis il y a des causes collectives. Alors que là, on est sur l'individualisme. C'était un peu pas mal les prendre de haut, non? Oui, vraiment. Est-ce qu'on a oublié qu'on a déjà eu 13, 14 puis 15 ans, puis que ce qui nous touchait principalement, moi, je m'en souviens, dans ma première pétition que j'ai faite, puis d'ailleurs, j'avais une super leçon de ma directrice du secondaire à ce moment-là qui m'avait pas mal remis à ma place, puis j'ai appris, puis je suis devenue meilleure. Mais la première pétition, c'était pour sauver mon équipe de sport du collège où j'étudiais. Ben, c'était correct, ça? Oui, mais c'est très égocentrique, c'est mon équipe de sport, ça touchait pas le reste de l'école. Développer un autre sport, en fait, puis là, il y avait plus des concours scolaires qui étaient plus faciles à organiser. Moi, je jouais au handball, il avait décidé que c'était fini la ligue de handball, alors qu'on était quand même des champions scolaires, etc. Fait que là, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens, je m'étais mobilisée, puis j'avais perdu lamentablement, puis ils ont mis une équipe de basket. Bon, tant mieux. Mais c'est juste, je pense qu'il faut que ce développement chez les jeunes, qu'on développe justement ce sentiment-là de position, être capable de s'opposer sainement, d'apprendre des mesures, comment s'opposer à l'autorité sainement. On peut pas juste être dans l'agression puis l'agressivité. Comment est-ce qu'on peut le faire? Puis pourquoi pas l'organisation d'une grève? Bon, après ça, pourquoi une grève tout de suite? Pourquoi est-ce qu'on met pas d'autres mesures qu'on n'essaie pas de convaincre? OK, mais en même temps, il faut pas se cacher, là, ce qu'ils ont vu dans les dernières années, c'est des grèves. C'est ça qu'on a mis de l'avant. Ben oui, dans l'éducation notamment. Ben oui, c'est ça qui fait parler, c'est ça qui fait jaser dans les médias. Fait que si on va avoir et attirer de l'attention sur notre cause, ben tout de suite, eux, ils ont pensé à la grève au lieu de la pétition. C'est correct, c'est pas grave, mais je pense pas qu'il faut les prendre de haut. Je pense qu'il faut regarder ça comme étant
des jeunes qui se mobilisent, qui décident qu'ils prennent en main justement cet esprit de contestation qu'on veut chez tout bon citoyen. On veut pas un citoyen qui suive les règles là, sans regarder ce qui se passe. Sinon, ça va donner ce que ça donne aux États-Unis, où on va croire des fausses nouvelles, où on va pas être critique, en fait, du pouvoir en place en se disant, le pouvoir, on peut pas le questionner. Non, c'est pas ça qui fabrique des citoyens de demain. Je pense qu'on les a pris beaucoup de haut. L'autre élément, c'est, j'ai beaucoup suivi ce qui a été fait après, puis on a beaucoup ri des jeunes. Il y en a un, entre autres, qui avait pris la parole. On a beaucoup ri de lui en disant, ça n'a pas de bon sens, Puis là, je me dis, non, il ne faut pas encourager ça. Ben non. C'est des jeunes qui sont mineurs. Il aurait fallu quand même que des adultes dans la pièce là, se lèvent et protègent quand même ces jeunes-là pour dire, écoutez, là, ils prennent la parole, est-ce qu'on peut au moins les entendre? Vous pouvez être en désaccord, vous pouvez dire votre désaccord, mais de rire du jeune ou de ridiculiser leur apparence ou non. Ça, ou leur façon, moi j'ai vu. Exactement, de l'intimidation d'adultes qui se fait sur des jeunes parce qu'on n'est pas d'accord puis qu'on les trouve égoïstes. Mais je veux dire, moi aussi, je me suis fait traiter d'égoïste en 2012. J'avais pas l'impression que mes enjeux étaient égoïstes. Mais c'est ça, je pense que c'est l'argument facile de ceux qui sont en désaccord. Non, puis on se comptera pas d'histoire, Martine. Ceux qui font la morale sur cette grève faisaient la morale en 2012, faisaient la morale quand moi je faisais la grève dans les années 80 sur les droits de scolarité puis sur les prêts bourses. Là. On a toujours été confrontés à ça et tu as raison de le mentionner. S'imagine, tu n'es pas capable de t'indigner puis de contester à 14 ans, qu'est-ce que tu vas avoir l'air à 50 ans? Bien, c'est un peu ça. Je veux dire... Je pense qu'à un moment donné, il y a des moments pour être capable d'apprendre certaines mesures, puis pourquoi pas à 13, 14, 15 ans. Après ça, est-ce que je suis d'accord avec leur positionnement? Est-ce que je suis d'accord avec le fait? Non, je pense pas. Je pense que ma position est plutôt nuancée. Je suis pas ni blanche ni noire dans cette situation-là. Je suis un peu entre les deux. Mais il reste quand même qu'ils ont un point de vue qui est important. Puis à 13, 14 puis 15 ans, on leur apprend à argumenter, on leur apprend à prendre position, mais peut-être que quand ils le font, on devrait les écouter puis peut-être les guider dans des mesures. Mais j'ai trouvé quand même, j'ai écouté une des entrevues qui a été faite à Radio-Canada, entre autres, d'un jeune avec Patrick Masbourian, puis je le trouvais vraiment bon. Les questions étaient pas faciles. On sentait quand même que Patrick Masbourian n'était pas nécessairement d'accord avec ça, mais je trouvais qu'il y avait quand même certains éléments, mais il me semble que j'aurais voulu l'accompagner pour lui dire, oui, mais dis-nous ce que tu aimerais qu'il fasse. Dis pas juste que tu es en opposition. Dis-moi, c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour vous aider à mieux apprécier cette mesure-là qui va arriver, etc. Mais je me dis, mais en même temps, ils ont 13, 14 puis 15 ans. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Il faut que l'esprit critique se développe, il faut que l'esprit de contestation se développe. Puis après ça, ils vont être capables d'être des citoyens qui vont proposer des nouvelles mesures. Mais moi, j'ai trouvé que c'était beau. Puis je trouvais que, oui, OK, d'accord, allons faire la grève pour ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, là, 2019, là, les élèves secondaires faisaient la grève pour l'environnement, tu sais. Exactement. Donc, encore une fois, on se disait, on n'est pas d'accord, ils ne devraient pas faire ça, manquer des vendredis, blablabla. Fait que je me dis, dans le fond, c'est pas vraiment la cause qui nous dérangeait, c'est plus le fait que ce soit des élèves du secondaire qui nous dérangeaient. Puis on a essayé un peu de contrôler de la façon dont ils devaient accepter, en fait, cette règle et cette loi-là qu'on leur mettait devant eux, sans prendre en considération ce que eux voulaient puis ce que eux désiraient. Je pense que si on l'avait préparé puis qu'on leur avait dit, écoutez, si on enlève ça, qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant? Qu'est-ce qui vous plairait? Comment remplacer? On trouverait... On peut vous accompagner. On aurait trouvé le bon passage. Ouais, on trouverait. Ou on trouvera peut-être. C'est déjà... Écoute, Martine, c'est déjà tout, mais ça peut effectivement qu'atterrir sur un terrain de discussion, de négociation, on va l'espérer. Merci. Oui. Merci infiniment, Martine Desjardins. Ça m'a fait plaisir, Jacques.